Re-salut à tous. On se retrouve, on a un petit changement dans les invités. Là, on se retrouve avec Thierry. Bonjour Thierry. Bonsoir. Bonsoir, pardon, bonsoir. Et bonsoir Noé. Bonsoir à tous. C'est l'heure de l'apéro. Ouais, voilà. Et moi, on me présente plus. Mais on t'a vu avant, Pauline, on t'a vu avant. On sait tous qui t'es. T'inquiète. Et ici, maintenant, on est avec Thierry. Pour ta magnifique chronique, je te laisse y aller. Quand tu Exactement. Alors moi, je vais vous faire une chronique sur ces inventions qui ont transformé notre quotidien, puisque le thème de cette émission, c'est « Et si ?» Yes. Et du coup, ce soir, j'ai vraiment hâte, parce qu'on va apprendre plein de trucs, enfin, j'espère. Ah, j'espère aussi, hein. On est là pour ça. Je vais essayer de rendre hommage à des personnes dont on ne soupçonne pas toujours le destin et qui pourtant ont complètement transformé nos vies ou sont sur le point de le faire. Incroyable, ça m'intéresse trop. J'ai trop hâte là. Mais avant ça, je trouvais que c'était bien aussi dans le thème. Je sais pas si vous avez entendu parler de la série For All Mankind. Non. De loin. Non, pas du tout. Parce que je trouve qu'elle tombe particulièrement dans le thème de cette soirée. En fait, c'est une série Apple TV+, dans laquelle on se pose la question, et si l'URSS avait posé le pied en premier sur la Lune, au lieu des États-Unis. Et donc, du coup, on se retrouve plongé dans l'ambiance anxiogène de la guerre froide aux États-Unis. Et dès la première seconde du premier épisode, on ressent vraiment toute la douche froide que le monde occidental subit en apprenant la nouvelle à la télévision. Et donc, c'est vraiment une série qui est pile poil dans le thème, mais bon, ça, c'est un peu hors du sujet de ma chronique. Bref, du coup, revenons à ma chronique. Alors moi, je me suis dit, pas besoin d'aller, comme dans cette merveilleuse série, réinventer toute l'histoire et changer, donc écrire en fait ce qu'on appelle une uchronie, finalement. Puisque l'histoire, elle regorge déjà de plein de merveilles. Alors la première chose, on va se concentrer sur les avancées technologiques depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est les plus impressionnantes, je trouve, en tout cas à mes yeux. On t'écoute. Et la première question que je vais vous poser, c'est « Et si on rendait les torpilles plus furtives ?» Qu'est-ce qu'une torpille encore? Je suis désolée. Mais... Un petit truc qui tourne. Ça fait une toupie. Exactement. Tu es presque. Torpille, toupie, franchement. Pas très loin. Non, les torpilles, c'est ce qui est utilisé. C'est un peu genre les missiles, mais pour les bateaux. Genre ce que sous-marin tire, ça. Exactement. Ok. Je vois toujours pas ce que c'est exactement. C'est comme une balle de fusil, mais ça fait boum et ça tue des gens. D'accord, c'est plus clair comme ça. Voilà. Et alors, cette question, et si on rendait les torpilles plus furtives, elle a été posée par une personne. On ne peut plus surprenante, je trouve. Je vous parle d'Edwige Kissler. Alors, qui c'est? On la connaît sous son nom de scène Eddie Lamar. Vous ne voyez sans doute pas qui c'est. Mais à l'époque, il faut savoir que c'est une actrice hollywoodienne née en Autriche et qui est considérée comme la plus belle femme du cinéma, à l'époque. Donc, c'est pas Bella Hadid. C'est pas n'importe qui, la madame, quoi. Ouais. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les cartes sont rabattues. Et en autodidacte, elle a une idée révolutionnaire. Elle se dit, on va étaler le spectre, on va faire de l'étalement de spectre par saut de fréquence. Alors qu'est-ce que c'est que cette idée pour laquelle elle va d'ailleurs développer un brevet en 1941? En fait, c'est une idée toute simple, c'est qu'au lieu d'utiliser une seule fréquence pour contrôler des torpilles, ou pour communiquer en général, on va sauter de fréquence en fréquence très rapidement. Ce qui fait que l'ennemi va avoir du mal à suivre tous nos sauts, et du coup à suivre nos communications. Un petit génie, ça. Sauf que comme souvent, c'est une invention. En plus, c'est une femme pendant la Seconde Guerre mondiale. Personne ne va regarder à son invention. Bah oui. Et donc, elle va un peu tomber dans l'oubli jusque quelques années avant sa mort, pas de chance, où là, l'armée américaine va se dire, c'est quand même une bonne idée finalement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, aujourd'hui, en fait, vous l'utilisez tous les jours, son invention, puisqu'on utilise tous du Bluetooth. Et du Wi-Fi, etc. Et en fait, il faut savoir que vos écouteurs Bluetooth, ils sautent de fréquence, parfois jusqu'à 1200 fois par seconde, pour vous permettre dans des environnements extrêmement chargés, parce que tout le monde écoute de la musique au même endroit. En Bluetooth. Exactement, chargé. Bref, et du coup, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'écouter de la musique, et c'est magnifique. Bah, c'est incroyable. C'est un peu la fondatrice du Bluetooth. Ah vraiment? C'est un peu la meuf qui a lancé le Bluetooth. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait qu'une fréquence de Bluetooth. Il n'y avait pas une fréquence. Pas de Bluetooth. Si tu veux, c'est séparé en le Bluetooth, c'est de tête. Séparé en quelque chose comme 79, 80 chaînes. Et du coup, si tu en utilises une, quand il y a plein de personnes autour, ça devient vite genre. C'est un peu comme les talkie-walkie. Oui, c'est un peu l'idée. Et sauf que du coup, là, c'est tout le channel 1, c'est chiant, quoi. Exactement, si tout le monde écoute le channel 1, c'est chiant. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On saute de channel 1200 fois par seconde. Et on envoie des tout petits bouts. Et comme ça permet qu'on a vraiment la place pour pouvoir parler à beaucoup. Dinguerie. Voilà. Alors, une autre inventrice, qui est cette fois-ci française, elle s'est posé cette question-ci, elle s'est demandé, et si on pouvait réécrire la vie? Carrément. Oula. Alors, pas la nôtre,
J'espère pas. Pas celle qu'on poste sur Instagram et tu sais qu'on commente à coup de C'est like. vrai. La vraie, celle qui est inscrite dans nos cellules, celle qui détermine la couleur de nos yeux, nos maladies et tous nos possibles et finalement. Et cette question-là, c'est Emmanuelle Charpentier qui se l'est posée. En fait, c'est une chercheuse française, comme je le disais, qui est assez discrète mais néanmoins obstinée. Et dans les années 2000, elle travaille sur une bactérie un peu particulière. Alors, excusez-moi tous les biologistes qui sont présents, mais elle s'appelle Streptococcus pyogenes, si je ne dis pas de bêtises, si je le prononce. C'est vrai ? Ouais. Waouh. Je pense que je m'applaudis moi-même dans ma tête. Et bien, Bravo Thierry. Ouais. Et donc, c'est un nom pas très glamour, mais elle est néanmoins redoutable comme bactérie puisqu'elle est à l'origine d'un demi-million de décès par an dans le monde. Quand même. C'est pas rien. C'est beaucoup ça. Rien que ça. Eh ben, figurez-vous qu'en observant le comportement de cette bactérie, du coup, Emmanuelle, elle remarque quelque chose d'étrange. La bactérie, elle est capable de se défendre. En fait, elle serait capable de reconnaître un virus qui l'a déjà attaqué et de couper son ADN pour s'en protéger. Et du coup, elle est folle la bactérie. Sur cette chose, on se dit, est-ce que nous, on pourrait pas faire pareil finalement, nous, maintenant qu'on est plus intelligent qu'une bactérie normalement. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a découvert un outil qui s'appelle CRISPR-Cas9, que je ne sais pas si tout le monde connaît ici, sans doute pas. Alors là, mais c'est quand même une petite dinguerie. Je pense que Pauline a l'air d'hocher la tête. Oui. Moi, je connais rien. En fait, imaginez, c'est comme si vous avez un texte d'1 milliard de lettres A, T, C et G, et que en fait, CRISPR, il vous permet d'aller à la page 654, ligne 228, et de remplacer une phrase sans rien toucher au reste. Bref, c'est hyper précis. C'est un ciseau genre moléculaire pour modifier l'ADN. Et alors, pour cette invention, elle reçoit le prix Nobel en 2020. Est-ce que vous, ici, vous trouvez ça un peu genre effrayant de pouvoir modifier l'ADN ? Parce que moi, personnellement, ça m'effraie un peu. Bah oui. Genre... Oui, mais il y a eu aussi quelques avancées positives. Exactement. On peut en citer par exemple, j'ai vu sur YouTube, parce qu'on peut pas faire ça en Europe évidemment, mais j'ai vu sur YouTube un gars aux US qui, évidemment, qui achète un kit et qui fait tout lui-même dans sa maison, dans sa petite maison, dans son petit labo. Un petit tuto. Et en fait, du coup, il a modifié... Pardon ? Non, pardon, j'ai regardé. et du coup, ce charmant monsieur a a modifié l'ADN d'une bactérie, du coup, qu'il a ensuite ingéré pour soigner son intolérance au lactose. Ouais. Et du coup, ça lui a, la bactérie a modifié, en gros, c'était le principe, c'était pas une bactérie, c'était un virus, je raconte n'importe quoi. C'est un virus qui devait infecter son propre intestin pour modifier le comportement de son intestin et faire en sorte qu'il puisse boire du lait, ce qui a marché. Voilà. Wow, donc par exemple, ça fait partie des choses chouettes. Maintenant, choisir les yeux de son enfant avant qu'il naisse, c'est peut-être un petit peu plus douteux. Non, ça sert à rien pour moi. Moi, je peux lui donner mon avis sur la question. Vas-y, Pauline. Tant qu'on a une bio 1G. Moi, je serais trop stylée parce que juste scientifiquement, je trouve ça trop cool. Ouais. Oui. Mais le problème, c'est l'éthique, quoi. Exactement. Voilà. En fait, moi, je trouve ça génial à partir du moment où ça soigne des gens, au moment où tu éradiques des maladies ou des trucs comme ça. Mais à partir du moment où tu touches à, comme tu as dit, à l'exemple, la couleur des yeux de ton enfant ou quoi, ça va plus. Et le problème dans l'utilisation de cette arme, au final, on peut l'appeler comme ça, c'est où est-ce que tu mets la limite ? Parce que d'office, dans le monde, les gens sont pas d'accord. Enfin, quand tu vois qu'entre la Wallonie et la Finlande, on a du mal à se mettre d'accord. C'est très vrai. Alors, dans le monde entier, c'est impossible, quoi. Ouais. Surtout que je trouve ce qui est inquiétant, c'est le fait que c'est extrêmement disponible et facile à utiliser, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Enfin, quand tu vois qu'un mec aux États-Unis, après il s'y connaît quand même. Mais ça part. Je pense qu'avec 2-3 tutos YouTube, il y a moyen déjà de faire des choses effrayantes, à mon avis. Ouais. Ça fait peur. Bref. Est-ce qu'on a encore le temps un petit peu pour une dernière ? On a encore le temps, oui, bien sûr. Faites-nous plaisir. Vas-y, Thierry. Alors, la dernière, je vais plus parler d'une femme cette fois-ci, mais d'un homme. Son nom c'est Alan Turing. Est-ce que vous avez déjà entendu parler ? Oui, on a déjà entendu. Très bien. Évidemment. Pauline n'a pas entendu. Est-ce que vous avez déjà vu le film ? Super, j'ai adoré le film. C'est vrai que c'est un film magnifique. Il s'appelle comment le film de quoi ? Je n'ai plus. Il n'y a pas Machine Games, un truc comme ça. Mais c'est avec le même acteur qui joue Doctor Strange là. Ouais, exactement. Peut-être que je l'ai vu, mais je sais plus là, honnêtement. Bref, en tout cas, la question qui se pose, lui, c'est et si une machine pouvait penser ? Ça me fait peur. Ça me fait peur de ouf, par contre. Ça fait peur. Il faut savoir qu'on est dans... C'est vrai, ça, après CRISPR, c'est effrayant. Du coup, on retourne à la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands, ils utilisaient une machine qu'on appelle Enigma qui permettait de chiffrer le texte qu'ils envoyaient à leurs soldats. Et en fait, la combinaison changeait tous les jours. Elle était extrêmement difficile à trouver. Et donc, il y avait les Alliés, ce qu'ils faisaient pour essayer de déchiffrer les ça veut dire quoi chiffrer un texte ? J'ai écrit un texte avec des chiffres ? Non. C'est en gros, tu changes les lettres.
C'est pas pour que éviter qu'on tu vois, comme quand tu fais c'est quand comme t'es si tu gosse et disais tu inverses. A devient Z, Exactement. B devient Exactement. Y. Ça, mais en version vachement plus compliquée. Et du coup, donc les soldats allemands recevaient du texte complètement chiffré, ils le tapaient dans la machine et ça permettait d'avoir le texte normal. Sauf que la combinaison, le code en fait, ils avaient donc c'était une position de rotor à mettre sur la machine qui permettait de déchiffrer. Et ça, c'était hyper difficile à lire à l'époque. Et donc, les Alliés, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient des salles remplies de souvent des femmes à l'époque, du coup, qui devaient essayer des combinaisons à la main, de tête, comme ça. Et peut-être qu'il y en avait une à la fin de la journée qui arrivait à déchiffrer la météo qu'ils avaient reçue le matin à 6h du matin. Donc, c'était vraiment pas efficace. Et donc, Alan Turing, il se dit, on va fabriquer une machine pour déchiffrer tous ces textes. Il travaille dessus d'arrache-pied. Je vous laisserai aller voir le film, mais c'est assez impressionnant. Et il finit par y arriver. Tu peux redire le titre du film, s'il te plaît ? C'est The Imitation Game, je pense. Exactement. Ok. Bien vu. Et donc, il va arriver à fabriquer cette machine avec son équipe qui va permettre du coup de gagner la guerre. Mais alors toute la question c'est quelle information on doit dire, puisque quand on reçoit par exemple tel porte-avions va se faire bombarder par les Allemands, du coup, ils sont les seuls à le savoir. Donc si le porte-avions magiquement dévie cette trajectoire, les Allemands vont savoir que leur système de communication est compromis et donc ils vont devoir réadapter le système et en fait ils auront perdu tout le travail. Et donc pendant toute la guerre, c'était tout le débat, comment ça on laisse passer ou pas quoi. Exactement. Et donc il y a eu plein de morts qui auraient pu techniquement être évitées, pardon, mais pour entre guillemets le bien commun. C'était toute la nuance. Et évidemment, comme d'habitude, c'est un inventeur qu'on n'a pas énormément remercié, cette fois-ci pas parce qu'il était une femme, mais parce qu'il était homosexuel, et donc il a été condamné, et il a eu une fin de vie misérable. Voilà. Mais il nous a sauvés, et c'est donc considéré aujourd'hui comme le père de l'informatique moderne, si je ne dis pas de bêtises. Purée. C'était incroyable. J'adore tous les trucs et en même temps je suis tellement déçue de me dire que tous ces gens ils n'ont pas eu le mérite. Oui, c'est ça quoi. Après on peut se dire quand même que pour CRISPR elle a eu le mérite, elle a quand même eu un prix de Nobel. C'était d'ailleurs avec Jennifer Doudna qui était sa collaboratrice du coup. Trop cool. C'était la toute première fois que deux femmes remportaient ensemble le prix Nobel dans une discipline scientifique. Exactement. Trop bien, merci Thierry, c'était hyper intéressant. Mais ouais. Je pense que tout le monde a appris plein de trucs. Et oui.